Madame, Monsieur, bonsoir. Le ouf de soulagement des habitants d'Avignon, premier titre de l'actualité de ce dimanche avec le succès de l'opération pour évacuer un wagon rempli de produits hautement toxiques. L'arrestation d'un Libyen à Paris, un homme qui pourrait être impliqué dans l'attentat contre le DC-10 d'UTA, c'était en 1989. La politique française, avec à gauche la fin des assises de la transformation sociale dans la perspective de l'élection présidentielle. Un retour remarqué, celui de Michel Rocard, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Également dans ce journal, les adieux au cyclisme de Greg LeMond et la première victoire de la saison en ski pour le dieu des montagnes, l'Italien Alberto Tomba. La frayeur dominicale des habitants d'Avignon touche donc à sa fin grâce aux énormes moyens mis en œuvre. Le wagon-citerne bourré de chlorure de vinyle qui s'était renversé dans la gare a été vidé, puis relevé. Un travail dangereux et très minutieux. Reportage sur place de Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. 18h30, quartier Champfleury à Avignon. Les 4000 habitants sont de retour. Il n'y a plus de danger. Je me languissais de rentrer chez moi parce que quand vous vous retrouvez sans appartement, quand vous interdit de rentrer chez soi, c'est très dur. Comment ça s'est passé cette journée? Comment ça s'est passé bien, mal et bien, qu'est-ce que tu vas faire? Un incident grave survenu en gare de... Cette journée a commencé à 6h du matin avec le début de l'évacuation. Réveil en fanfare, patrouille dans les immeubles pour s'assurer que personne ne reste. On fait sortir le locataire, de manière à ce qu'ils évacuent d'ici un périmètre de 1 heure, 1 heure et demie. Après le réveil, autobus ou voiture pour des destinations diverses, le parc des expositions d'Avignon a accueilli aujourd'hui environ 300 personnes. L'objectif était de s'éloigner de ce wagon-citerne. À l'intérieur, 59 tonnes de chlorure de vinyle, gaz dangereux qu'il faut transvaser dans d'autres wagons. Opération délicate menée par une soixantaine d'hommes. C'est la routine. C'est comme une autre, pareil. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien de... C'est pareil. Opération en 3 phases. D'abord, vider la moitié de la citerne. Ensuite, la partie la plus risquée, relever le wagon, le remettre sur ses roues pour pouvoir extraire le gaz restant. C'est la dernière phase qui se poursuit en ce moment. Elle nécessite un périmètre de sécurité réduit. Le plan rouge peut donc être partiellement levé. La citerne est sur voie, remise normalement. Donc c'est une opération qui présente des risques encore, c'est vrai, mais qui sont tout à fait minimes par rapport à ce que l'on a connu. Et le périmètre de 50 mètres est suffisant. D'ici 1 heure ou 2, le wagon devrait être complètement vidé de son contenu. Avignon retrouvera alors une vie normale. Les circulations fluviales, aériennes et bien sûr ferroviaires ont été interdites tout au long de la journée. Peut-être un rebondissement donc dans l'enquête sur l'explosion du DC-10 d'UTA, c'était en 1989. Un Libyen a été arrêté à Paris il y a 3 jours. Il est suspecté d'avoir participé à l'attentat. Il était venu à Paris pour se faire soigner. Enquête de Valérie Fourniou et Bernie Mérieux. Bien, Ali Omar Mansour est retenu ici dans les locaux de la DST depuis jeudi dernier sur commission rogatoire du juge Bruguière chargé de la lutte antiterroriste. Aucune information n'a filtré des services de police sur les conditions de son arrestation, si ce n'est qu'elle aurait eu lieu lors de son entrée sur le territoire français. Ali Omar Mansour est actuellement entendu dans le cadre de l'instruction de l'attentat contre le DC-10 d'UTA en 1989 qui avait provoqué la mort de 170 personnes. Le juge Bruguière, qui soupçonne les services secrets libyens d'être les commanditaires de l'attentat, avait lancé dès octobre 91 4 mandats d'arrêt contre des agents libyens. Parmi eux, Abdallah Senoussi, l'un des beaux-frères du colonel Kadhafi. 1 an plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU prononçait un embargo aérien et militaire contre la Libye, renforcé en 1993 par des sanctions économiques et diplomatiques. Dans cette affaire, le nom d'Ali Omar Mansour apparaît pour la première fois et l'on ignore le rôle qu'il aurait pu jouer dans la préparation et la réalisation de cet attentat. Sa garde à vue devrait se terminer demain matin. Les États-Unis bouleversés par la mort d'Elizabeth Glaser, la femme de l'acteur de la série télévisée Starsky et Hutch. Elle était devenue depuis 13 ans l'un des symboles de la lutte contre le sida, virus qu'elle avait contracté à la suite d'une transfusion sanguine. Vincent Nguyen. En 1981, en mettant au monde mon premier enfant, j'ai dû subir une transfusion sanguine. Et 4 ans plus tard, j'ai appris que j'étais porteuse du virus du sida.
L'histoire d'Elisabeth Glaser a ému toute l'Amérique. Ariel, la petite fille à qui elle a donné le jour, est morte à l'âge de 7 ans, victime du sida. Alors en 88, Elisabeth Glaser a choisi de se battre. Elle crée une fondation pour les enfants atteints du sida. De conférence en conférence, elle sensibilise le public, fait débloquer des fonds et finance de nombreux projets de recherche et d'éducation. Mais hier, le sida a rattrapé Elisabeth chez elle. Elle avait 47 ans. Elle laisse derrière elle Paul Glaser, miraculeusement épargné par le virus, seul avec leur second enfant, Jack, 10 ans, qui n'a pas encore contracté la maladie mais est séropositif. Elle laisse aussi à l'Amérique une leçon de courage et un vibrant appel du cœur. Amérique, réveille-toi. Nous sommes tous engagés dans une lutte de la vie contre la mort. Et le président des États-Unis, Bill Clinton, lui a rendu hommage aujourd'hui en demandant aux Américains d'honorer sa mémoire et de finir l'œuvre pour laquelle elle a donné tout ce qu'elle avait. Toujours à l'étranger, la pression exercée par les Serbes de Bosnie sur l'enclave de Bihač. Le vocabulaire reste toujours le même, bombardements, nouvelles victimes et une situation de plus en plus confuse depuis que les Croates ont lancé une offensive contre les Serbes bosniaques. Jérôme Boni. À Bosansko Graovo, ce sont les Serbes qui sont sous des obus croates. Zagreb les avait prévenus. Arrêtez l'offensive contre Bihač ou nous reprenons les hostilités. La stratégie de l'état-major croate est classique. Tenter de soulager la pression sur la zone de sécurité de Bihač en prenant les troupes serbes à revers. Plus au nord, à Velika Kladuša, le 5e corps bosniaque résiste toujours, malgré les pertes, malgré les nombreux prisonniers exhibés devant les caméras. La mission humanitaire des Nations Unies est réduite à son strict minimum. Ce matin, ce convoi a enfin pu ravitailler les casques bleus bangladeshis dans la poche de Bihač, mais trop tard pour l'un d'entre eux qui a succombé à une crise cardiaque, faute de médicaments et de chauffage. Alors que l'Occident ne sait plus comment se sortir du guêpier bosniaque, à Istanbul, au cœur de l'ancienne puissance de tutelle de l'Empire ottoman, la solidarité islamique est à son comble. Madame Izetbegovic, épouse du président de Bosnie-Herzégovine, se réjouit, dit-elle, de parler à des musulmans dans cet adorable pays. Et les Turcs ne se contentent pas de brûler l'effigie du docteur Karadzic, chef des Serbes de Bosnie. Puisqu'Ankara a livré des armes à la Bosnie, malgré l'embargo, c'est ce qu'affirme l'ancien chef d'état-major de l'armée turque. Les différentes démarches diplomatiques pour ramener les uns et les autres autour d'une table de négociation sont pour l'instant totalement inefficaces. Alain Juppé et son collègue britannique Douglas Hurd étaient à Belgrade aujourd'hui pour demander au président serbe Milosevic de faire pression sur les Serbes de Bosnie pour qu'ils acceptent le dernier plan proposé par le groupe de contact. Une visite suivie par Philippe Rochaud et Roger Mathurin. La présidence de la République serbe et le président Milosevic, un personnage incontournable dans toute négociation pour faire plier les Serbes de Bosnie. Douglas Hurd et Alain Juppé le savent, Slobodan Milosevic a déjà accepté de bloquer les livraisons d'armes aux Serbes de Bosnie et la communauté internationale l'a remercié en levant une partie de l'embargo sur la Serbie. Mais on attend de Milosevic aujourd'hui qu'il fasse plus et qu'il force les Serbes de Bosnie à accepter le plan de paix et notamment l'idée d'une confédération avec la Serbie. Alain Juppé et Douglas Hurd ont dû pourtant constater que Milosevic avait à présent peu de moyens d'action sur les Serbes de Bosnie et pas forcément envie de réaliser une confédération avec eux qui pourrait entraîner la Serbie dans une guerre dont elle a réussi à se dégager. Nous avons rappelé les principes du plan de paix qui a été accepté par M. Milosevic et la possibilité qui existe de continuer à discuter sur un certain nombre de points, notamment les échanges de territoires, dès lors que le pourcentage de 51-49 est respecté, et ensuite la mise au point d'une constitution de Bosnie-Herzégovine. Dès lors, là aussi, que l'intégrité du pays est également acceptée par tout le monde. Il est tout à fait normal que chacune des entités qui constituent la Bosnie ait des droits égaux et qu'elle puisse entretenir notamment des relations avec ses voisins, là aussi sur une base d'égalité. En ce moment, Alain Juppé et Douglas Hurd dînent avec Milosevic et c'est la position du président serbe qu'ils emporteront cette nuit à Budapest à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe où l'on reparlera de cette confédération des Serbes dans le cadre du groupe de contact. En Algérie, pour la 24e fois en un peu plus d'un an, un journaliste a payé de sa vie son combat et ses articles contre l'intégrisme.
Le directeur du Matin d'Alger, Saïd Mekbel, est décédé dans la nuit. Il avait été grièvement blessé hier de 2 balles dans la tête. Saïd Mekbel se savait menacé. Il y a quelques jours encore, il avait confié sa peur à une équipe de télévision. Isabelle Bechler. Déjà, le 8 mars dernier, des hommes armés avaient tenté de tuer Saïd Mekbel près de sa maison. Chaque matin, sa route vers le siège du quotidien qu'il dirigeait était source d'angoisse. Il faut regarder souvent aussi, c'est que si t'es pas suivi. Chaque matin, la mort pouvait être en embuscade, à chaque croisement. Je regarde sur la gauche vers le boulanger quoi, et tout ça, s'il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Et puis il y a cette voiture qui est en double stationnement qui est gênante, là aussi. Parfois pourtant, Saïd Mekbel s'attardait devant la porte du journal avec un confrère. Quelques instants d'inconscience qui auraient pu lui coûter la vie plus tôt. Car au Matin d'Alger, on vit barricadé entre journalistes francophones, tous plus ou moins condamnés par les islamistes comme des agents du Parti de la France. Je veux comprendre pourquoi qu'on meurt. Hein, je crois que cette peur a été remplacée par le besoin de comprendre pourquoi que certains d'entre nous sont tués, sont assassinés. Je réfléchis beaucoup. Il n'avait pas réussi à comprendre l'incompréhensible. Saïd Mekbel est mort de 2 balles dans la tête. 2 balles islamistes sans doute, qui voulaient tuer encore un peu plus les chances du dialogue. Voilà, vous avez vu ce reportage avec des extraits d'Envoyé spécial, un numéro qui avait été diffusé il y a un peu moins d'1 an. Dernière information à l'étranger, Silvio Berlusconi, soutenu par plus de 100 000 personnes ce week-end dans les rues de Rome. Le président du Conseil italien est accusé de corruption. Son mouvement Forza Italia connaît une chute vertigineuse dans les sondages. Corruption et malversation financière, mais en France, cette fois dans le milieu des hôpitaux. Le directeur général de l'hôpital universitaire de Strasbourg et 2 de ses collègues mis en examen cet après-midi après 24 heures de garde à vue. À Strasbourg, Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. En début de soirée, il n'était toujours pas sorti de ce bureau du palais de justice de Strasbourg. L'entretien avec le juge d'instruction a duré plusieurs heures. Des heures durant lesquelles Claude Guy-Charlotte, directeur général des hôpitaux universitaires, et Jean-Paul Gosserand, directeur chargé de la logistique, ont tenté de s'expliquer sur leur train de vie jugé pharaonique par le rapport des renseignements généraux. Un rapport qui a conduit le procureur à demander l'ouverture d'une information judiciaire dès ce matin. Les chefs d'inculpation sont les chefs de corruption, favoritisme, abus de confiance, faux et usage. Quelle est la peine encourue? La peine maximale encourue est de 10 ans. Quant à Daniel Nicole, l'ancien adjoint de Claude Guy-Charlotte, aujourd'hui directeur de l'hôpital d'Amiens, il a pu ressortir libre du palais de justice en fin d'après-midi après avoir été placé sous contrôle judiciaire. Il est vrai que sa mise en examen avait étonné le personnel de l'hôpital. Nous sommes très étonnés que M. Nicole soit mis en cause. Il n'a jamais donné, ni de près ni de loin, il n'a jamais donné l'impression d'être sensible à un train de vie auquel on fait allusion. Ce soir, Jean-Paul Gosserand vient d'être placé en détention provisoire et selon toute vraisemblance, Claude Guy-Charlotte devrait lui aussi être écroué dans la soirée. La politique maintenant, en commençant par un retour sur le cas Bernard Tapie, quelques jours après le jugement du tribunal de commerce de Paris, qui a permis d'éviter la liquidation judiciaire. Certains de nos confrères croient savoir que des pressions auraient été exercées par des membres du gouvernement sur le tribunal de commerce pour permettre à Bernard Tapie de rester éligible, de se présenter éventuellement à l'élection présidentielle, une façon de perturber le jeu politique à gauche. Affabulation, répond ce soir sur RTL le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. Dans aucun de ces articles que je lis depuis 48 heures, on ne dit à un moment ou à un autre « M. Sarkozy aurait dû faire ceci », il ne l'a pas fait. Dans aucun. Dans aucun de ces articles, on ne lit une déclaration du président du tribunal « j'ai reçu un ordre, j'ai reçu une menace ou quoi que ce soit ». Pas du tout. Ce sont des allégations. Une phrase de M. Tapie ayant dit « j'ai tout le gouvernement derrière moi », très bien. Le même qui avait dit il y a 4 mois « M. Sarkozy, c'est le champion des contrôles fiscaux ». Eh bien, aujourd'hui, ça suffit. À faire une affaire, permettez-moi de vous dire que c'est un climat parfaitement délétère. Moi, je continuerai à faire ce que je fais. Pas une seule procédure n'a été ni freinée, ni accélérée depuis que je suis ministre du Budget. Que ça plaise ou non, je continuerai ainsi. Et tant qu'on ne m'amènera pas un fait montrant que j'ai freiné une procédure, je traiterai ceci comme on traite le grand guignol.
Toujours dans la perspective de l'élection présidentielle, dans une interview au Figaro demain, Alain Juppé propose la rédaction d'un code de bonne conduite à l'usage des candidats de la majorité. Et puis à gauche, la perspective toujours de l'élection présidentielle a dominé la dernière session des assises de la transformation sociale. La question est d'une simplicité biblique. Comment gagner et avec qui? Avant d'entendre les réponses de Michel Rocard, le reportage de Guylaine Chenu et Pascal Caron. Et Michel Rocard retrouve les siens. Le rendez-vous n'est pas un hasard. Pour sa première sortie parmi les militants, il a choisi les assises, celles qu'il lançait il y a un an lorsqu'il était encore le patron du PS. C'était son idée, faire dialoguer la famille de gauche, les socialistes, les communistes, les écologistes, pour trouver des convergences. Ces rencontres ont continué et avec une présidentielle et des municipales en vue, on a décliné le thème sur le mode électoral. Pour la présidentielle, mes chers amis, chers camarades, nous aurons des choix sans doute différents au premier tour. Mais ce qui est essentiel, c'est effectivement qu'au second tour, nous l'emportions. Et pour rassembler au deuxième tour, certains ont déjà rédigé un texte. Ni programme, ni contrat, mais une adresse aux candidats pour rappeler les attentes de la gauche. Et de ce rassemblement, justement, Michel Rocard en a agrandi les contours. La gauche, toute la gauche, c'est bien, a-t-il dit, mais il faudra aussi penser à élargir la famille et dialoguer avec les centristes. Pas de coalition bâtarde, a-t-il ajouté, mais une ligne claire, réaction. De faire un contrat de gouvernement avec des centristes ne me choque pas si c'est sur des points clairs, avec des objectifs clairs et où l'ensemble des points de la société soient abordés. S'il s'agit d'un contrat de gestion de l'immobilisme avec ceux qui veulent bien additionner leur voix pour faire une arithmétique de gestion, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Une ouverture au centre diversement appréciée par les militants. Reste maintenant au parti à apprécier ce nouveau Big Bang proposé par Michel Rocard. Michel Rocard, vous aviez été l'initiateur de ces assises de la transformation sociale. Tout à fait, et j'en suis content. Vous avez quitté la direction du Parti socialiste à la moitié du mois de juin, le 19 juin. Vous les avez retrouvés avec plaisir ou avec amertume? J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir les assises de la transformation sociale, puisque tout le monde y est. Le comité de pilotage comprend des réformateurs communistes, des gens de Génération Écologie, des gens des Verts, des socialistes, des gens des structures associatives, et les structures officielles se font représenter. Le Parti communiste l'a suivi, le Parti socialiste est toujours présent. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu une vraie convergence. Le petit reportage à l'instant disait « certains ont rédigé », le certain c'est le comité de pilotage, c'est-à-dire que ce document qui est fait de suggestions et aussi de questions à tous les candidats de la gauche et notamment à celui du second tour, il a été rédigé en commun et c'est une avancée tout à fait considérable. Je me suis même amusé en disant qu'au fond on réfléchissait mieux d'organisation à organisation quand il n'y a pas de problème de pouvoir que dans chacune, où les débats sont plus pauvres. C'était assez sympathique. Alors, on voit bien qu'il y a un certain consensus pour un candidat de gauche, éventuellement au deuxième tour, mais vous dites que ça ne suffit pas pour gagner. Ben, c'est une évidence. Ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est de choix clairs. Et en ce moment, il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est tout le champ social, chômage, mais pas seulement chômage, qui doit recevoir une vraie priorité. Le second, c'est l'Europe. Si nous avions des priorités qui étaient le système scolaire ou l'appui au tiers-monde, je ne suis pas sûr que la gauche trouverait des alliés ailleurs. Mais sur les deux priorités, du champ social et de l'Europe, il est clair que dans ce qui n'est pas la gauche, dans la droite française et notamment vers le centre, il y a quantité de gens qui peuvent partager ces priorités. Comment vous allez convaincre les centristes de venir vers vous Ils se convaincront tout seuls en étant clairs. Il n'y a pas de démarche de racoleuse à faire, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on découvre aujourd'hui que nous avons une droite sans idée, elle est incertaine sur l'Europe, elle est paralysée sur le chômage, et en fait elle n'a d'idée que pour les choses trappes qu'elle invente les uns les autres entre ses hommes. Mais il n'y a pas d'idée sur le fond, ce qui est terrible. Et surtout, cette droite, c'est très frappant, ne voit pas évoluer la société française. Nous sommes une société que le travail quitte. Et ça va tout changer. Et rien ne bouge. Par rapport à ça, qu'il y ait un candidat de transformation sociale, de progrès, qui dise des choses claires, les propose nettement, et vous verrez qu'il rassemblera large, mais j'ai déjà l'assurance, à la journée d'aujourd'hui, que l'essentiel des forces vives de la gauche sont prêtes. Vous avez la conviction que les centristes peuvent venir derrière Jacques Delors si Édouard Balladur se présente? Pas seulement des centristes, les Européens fervents et les gens qui ont une sensibilité sociale, ça ne se définit pas seulement à travers ce mot.
beaucoup, mais ce seront des électeurs. Les choses sont simples à voir. Les autorités de la droite centriste ou européenne sont tenues à une certaine solidarité, même s'ils y sont malheureux. Ils ne diront pas grand-chose avant l'élection. Mais leur électorat, lui, il a besoin d'une ligne claire, et notamment aussi bien sur le chômage que sur l'Europe. Et si ce qui est possible maintenant, ce qui est devenu possible, Jacques Delors gagne, le traumatisme sera tel à droite, ça aura des résultats, qu'il y aura des possibilités de travailler ensemble. Mais les tentatives d'ouverture que vous aviez menées, par exemple, en 1988, n'ont pas été franchement une réussite? On ne peut pas le dire comme ça. Ce que le président de la République à l'époque avait souhaité était de rallier des personnes privées prises une par une, mais de ne négocier avec aucune force collective. La donnée va être autre aujourd'hui, et notamment si Jacques Delors gagne. Pour qu'il gagne, il faut qu'il soit candidat. C'est votre conviction? Vous faites campagne pour lui? En tout cas, mon souhait. Oui. On a l'impression un peu que vous faites campagne pour lui, finalement. Édouard Balladur écrit un article dans Le Monde sur l'Europe. Ça n'est pas Jacques Delors qui lui répond, c'est Michel Rocard. Ben pourquoi pas? C'est ce qui me l'interdirait. Il faut dire que la matière, je me suis décidé vite, la matière était fantastique. La France va prendre la présidence du Conseil de l'Europe en janvier. On sait que les grands enjeux, c'est de mettre en vigueur ce traité de Schengen sur la liberté de circulation des personnes. C'est de passer à la monnaie unique et de le décider en 95, tout de suite. Et c'est d'en finir avec ce vote à l'unanimité qui explique le drame de Bosnie. S'il y avait eu un pouvoir de décision à la majorité, on n'en serait sûrement pas là. Et sur tout ça, le Premier ministre est silencieux. C'est le drame. Si on ne relance pas la construction européenne, qui est à mi-chemin de son achèvement, tous les eurosceptiques auront raison. Parce que moi, je comprends les chômeurs, les exclus, les marginaux, les marginalisés plutôt, qui en veulent à l'Europe de son inefficacité. Ils ont raison. Mais il faut sortir de cette inefficacité qui est largement due à ce qu'il faut l'unanimité partout. Et si d'aventure, ce sera la dernière question, si d'aventure Jacques Delors renonce, que fait Michel Rocard? On verra à ce moment-là. Ça m'étonnerait cependant, mais ça peut arriver. Nous en reparlerons. Vous n'avez pas d'informations particulières à nous donner? Je n'ai pas d'informations particulières, mais j'ai des souhaits fervents. Merci beaucoup, Michel Rocard. Merci. Les conditions de travail des chauffeurs routiers maintenant, une fois de plus devant le tribunal correctionnel. Un chauffeur et son patron sont jugés à partir de demain à Sens. L'homme s'était endormi au volant de son camion après avoir conduit beaucoup trop longtemps. L'accident avait fait 6 morts l'année dernière sur l'autoroute A6. Pascal Doucet-Bon. Au départ, il s'agit d'un simple ralentissement sur l'autoroute A6, mais à 4h30 du matin, le 28 août 93, Hervé Niveau ne voit pas le danger. Il s'est endormi à 94 km/h. Son camion percute les dernières voitures du bouchon. 6 morts, dont 3 enfants, 3 blessés graves. Hervé Niveau avait conduit près de 40 heures d'affilée pour 3 heures de repos. Cela n'était pas exceptionnel dans la société Van Etvelde et cela n'avait rien d'un secret. Pour la seule année 93, l'inspection du travail avait relevé 191 infractions dans cette seule entreprise. Il était courant chez Van Etvelde de conduire plus de 20 heures par jour. Bernard Gallier a travaillé 18 ans dans la société, lui aussi dépassait les temps de conduite. T'es obligé de livrer, hein? On a tous pensé, hein? C'est-à-dire, vous étiez obligé de livrer, la société Van Etvelde vous demandait de faire autant d'heures d'affilée? Oui, tout simplement. Si tu n'étais pas capable, c'était la porte, hein? Les dirigeants de la société Van Etvelde invoquent la responsabilité d'Hervé Niveau et la pression des clients. Demain, ils seront avec leur chauffeur sur le banc des accusés. La mort de Roger Stéphane, écrivain, journaliste, homme de télévision, mais aussi ami de très nombreux hommes politiques français, du général de Gaulle à Pierre Mendès France. Il s'est suicidé à son domicile parisien la nuit dernière, à l'âge de 75 ans. En 1984, au cours d'une rencontre chez Bernard Pivot, il avait évoqué son amitié pour André Malraux. Vous êtes formidable, Roger Stéphane, parce que vous êtes, je dirais, vous nourrissez une admiration extraordinaire pour des écrivains. Alors pas de l'admiration qu'on peut porter pour un écrivain, c'est une émotion, une admiration comme ça, éphémère, gentille. Non, 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 profonde, durable, presque. Ça c'est formidable, c'est rare ça. C'est un don. Peut-être.
J'ai vu dans une citation de Malraux, qui est reproduite dans le dictionnaire, que Malraux parlait de la vertu d'admirer. J'étais très content parce que je ne connaissais pas cette phrase. Oui. Alors il y a trois grands écrivains que vous avez beaucoup admirés, c'est Gilles, Martin Dugard et Malraux. Oui. Votre préféré maintenant, ils sont morts tous les trois, on peut le dire. Sur quel plan? Ben, je sais pas, votre plan, je dirais si, au fond, au paradis, si je devais poursuivre la conversation avec lequel des trois? Ça serait Roger Martin Dugard, sans l'ombre d'un doute. Mais je ne dis pas que c'est le plus grand écrivain des trois. Une page médicale maintenant. L'automne, la grisaille et la fatigue amènent parfois leur lot de petites déprimes. Certains spécialistes croient savoir que c'est la lumière qui fait défaut et ils proposent donc une nouvelle technique, la luminothérapie, une overdose de lumière en quelque sorte. Expérience menée près de Genève par Marie-Hélène Bonneau et Frédéric Basile. Comme le tournesol, les hommes ont besoin de se tourner vers la lumière. Même si on a tendance à l'oublier un peu dans les villes. L'hiver, les jours diminuent, ils sont tristes comme la nuit. Difficile de ne pas céder au blues. Angoisse, stress, mal de vivre, vous êtes nombreux à être victimes de la déprime saisonnière. Le manque de lumière vous fait broyer du noir. Pas de panique, ça se soigne. Le remède, la luminothérapie sur ordonnance et avec psychiatre. Parfois, vous avez le sentiment que la vie devient un petit peu triste, un peu terne. Comme le temps. Comme le temps, ouais. Un peu, pareil. Okay. Si l'on est vraiment sombre, une dose de lumière intensive et chaude de 10 000 lux sera prescrite. Ni ultraviolet, ni infrarouge, de la lumière et rien d'autre. Ça fait déjà presque un mois que je le fais. Vous sentez vraiment la différence? Oui. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste, c'est-à-dire que je me sens déjà mieux. C'était surtout le matin, impossible de me lever. Ça, je le sens déjà beaucoup mieux. Et il ne faut pas arrêter comme ça les séances parce qu'on risque de retomber tout de suite. En fait, l'amélioration apparaît au bout de 4 jours, de manière progressive. C'est pas on ne se réveille pas un matin en disant ça y est, tout va bien. Mais très vite, les symptômes s'améliorent, notamment l'augmentation du courage, cet élan vital dans la journée. Et puis surtout, l'impression que les nuits deviennent réparatrices. Ce sont les deux signes phares d'amélioration. La luminothérapie associée à une cure est un vrai traitement remboursé par la sécurité sociale. Pour chasser le stress et retrouver le sommeil, on est obligé de passer par là. Sans oublier la musique relaxante. Il est donc clair que si l'on manque de lumière, terriblement, il faut savoir, même s'il est artificiel, se placer sous le soleil exactement. Lumineux espoir également, c'est un peu facile mais c'est vrai, grâce à votre générosité, le 8e Téléthon a enregistré un nouveau record de promesses de dons, 375 millions de francs. L'émission est terminée mais vous pouvez continuer cet effort de solidarité sur le Minitel 3615 code Téléthon. Et c'est précisément parce qu'il souffre d'une forme de myopathie que le coureur cycliste américain Greg LeMond a annoncé la nuit dernière à Los Angeles qu'il arrêtait la compétition. Les explications de Laurent-Frédéric Bollet. Greg LeMond garde le sourire même face à la maladie. Le champion annonce qu'il abandonne le vélo et surtout qu'il souffre de myopathie. Je suis confronté à quelque chose que je ne peux surmonter. Je souffre d'un problème musculaire, c'est une myopathie mitochondriale. J'arrête la compétition car je ne pourrai plus retrouver mon niveau. Greg LeMond, habitué aux combats les plus durs, aux souffrances les plus terribles, quitte donc les pelotons à 33 ans. 2 fois champion du monde, 3 fois vainqueur du Tour, LeMond est victime d'une maladie très rare. Il est vrai que l'Américain, premier vrai professionnel du cyclisme, n'a jamais été épargné par les ennuis de santé. On a évoqué des problèmes d'allergie, ce qui était tout à fait authentique et on l'a vu se soigner, se traiter pour cela. Il y a eu bien sûr le problème de son accident de chasse et donc de la chevrotine, mais jamais on avait évoqué un problème de maladie musculaire qui se serait développé à bas bruit. On ne connaissait pas ce diagnostic. Et pourtant c'est le cas. LeMond vainqueur à Paris en 89 pour 8 petites secondes, une page légendaire du cyclisme. 3, 2, 1, stop! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Retraite forcée pour un homme qui est allé, dit-il, au-delà de ses limites. Plusieurs centaines de comédiens du doublage ont donné de la voix dans les rues de Paris cet après-midi après bientôt 2 mois de grève. Ils revendiquent la qualité d'artiste-interprète à part entière, comme les comédiens dont ils doublent le texte au cinéma et à la télévision. Les négociations avec le ministère de la Culture sont au point mort.
En version française, et pour terminer cette édition, retrouvons nos bonnes vieilles habitudes. Toulouse, la ville de Carlos Gardel, prise ce week-end d'une irrésistible envie de danser le tango. Arnaud Boutet et Olivier Combe. Cette photo, il l'attendait. Immortaliser l'instant magique pour ces couples drapés, pomponnés, dont les souliers glissent sur le parquet. 324 représentants des deux sexes, âgés presque de 7 à 77 ans, car le tango n'aurait plus d'âge. Mais Toulouse Tango fait référence à l'histoire de la ville, celle de son fils prodige. Les trois tangos que vous venez de danser ont été composés par Carlos Gardel. La Libye a été prise en 1984 de rendre hommage à Carlos Gardel, qui est le natif du pays. Vous savez qu'il est né ici et par rapport à l'endroit précis où nous sommes, il a vécu à 150 mètres de votre caméra. En émigrant en Argentine à la fin du siècle dernier, le jeune Charles Romuald de Gardès est devenu Carlos Gardel. Aujourd'hui, les danseurs vénèrent la légende. Voilà, je crois que c'est presque terminé. Leur vie est vouée à la danse. Depuis 5 ans, ces Toulousains sillonnent la métropole de concours en démonstration. Amateurs, autodidactes, leur tango semble loin de l'Argentine de Gardel. Il existe en fait différents styles et le tango s'est inspiré en Europe du patrimoine culturel. En enchaînant des renversés, eux recherchent à 60 ans des plaisirs jusque-là méconnus. On recherche à vivre un plus à notre vie actuelle et normale. Ça nous amène un peu de féerie et ça nous aide à bien vieillir. C'est très important. Voilà, je m'amène. J'entends les airs de fandango et ses guédilles que chantent les señoritas si brunes conduit sur la plaza la lune. Répartis en différentes catégories, chaque couple doit convaincre un jury de professionnels. Les meilleurs se qualifient pour le tour suivant. Anne-Marie et Edmond rêvaient d'une première place à Toulouse. Ils termineront 8e. Qu'importe, dans quelques jours, ils reprennent la route vers une autre piste avec ce désir constant, danser, charmer, sans jamais s'arrêter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo d'Isabelle Martinet, à 20h50, le retour de la rivière Kouaï. Le dernier journal vous sera présenté aux environs de minuit moins 20 par Philippe Lefebvre. Demain matin, Télématin, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra François Hollande du Parti Socialiste. À 13h, vous retrouverez Daniel Bidalian. Et à 20h, Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci.